Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Je vous emmène à Beauvais, au centre de rééducation Saint-Lazare. Alors vous connaissez cet établissement parce qu'on a déjà eu l'occasion de traiter plusieurs sujets dans cette émission. Et aujourd'hui nous revenons pour les 50 ans de ce centre de rééducation. On va tout de suite aller à la rencontre de la directrice adjointe du groupe UGCAM. Elle va nous expliquer déjà ce qu'est le groupe UGCAM. Et puis après on ira rejoindre la directrice Karen, qui va donc nous faire visiter cet établissement parce qu'aujourd'hui ils ont une journée à thème autour du handicap et de l'emploi. Bonjour et merci de nous accueillir ici à Beauvais. Alors le centre de rééducation Saint-Lazare fait partie du groupe UGCAM. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est le groupe UGCAM ? Eh bien, tout à fait, Ludovic. Le groupe UGCAM est un organisme privé à but non lucratif. C'est un groupe de l'assurance maladie qui gère des établissements sanitaires et médico-sociaux. L'UGCAM, elle dispose de 4 établissements sanitaires, dont le CRF Saint-Lazare, de 15 établissements médico-sociaux et un centre dentaire. Alors Ludovic, nous y dispensons des activités de soins, d'accompagnement et de réadaptation pour une population d'enfants et d'adultes en situation de handicap, de personnes âgées dépendantes et aussi de patients en psychiatrie. Bien, alors je vous propose, si vous voulez bien, d'aller à la rencontre de Karel, c'est la directrice de cet établissement et elle nous attend pour nous parler justement de cette journée autour de l'emploi. Tout à fait Ludovic, elle vous attend, bonne visite. Merci. Karel, merci de nous recevoir ici pour le 50e anniversaire donc, de votre centre de rééducation et de réadaptation. On peut rappeler un petit peu la genèse de ces 50 ans ? Alors cet établissement, il a été créé par la CEPAM de l'Oise il y a donc 50 ans. Il était destiné à la prise en charge de la rééducation des personnes qui avaient eu un accident du travail. Il a toujours gardé cet ADN de rééducation. Et puis dans les années 2000, après la création du groupe UGCAM, il est passé en gestion sous le groupe UGCAM, qui reste quand même un établissement de l'assurance maladie. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que, outre les 50 ans, on parle emploi ici dans votre établissement. Alors, je vous laisse nous présenter un petit peu justement cette journée. Et puis, si vous le voulez bien, on ira avec vous à la rencontre des différents acteurs de cette journée. Alors c'est vrai qu'au-delà de fêter l'anniversaire des 50 ans, qui est un bel âge, j'avais envie de mettre en avant le travail des salariés et aussi ce qui se passait à Saint-Lazare et pouvoir permettre aussi à d'autres personnes d'en avoir connaissance. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, vous allez me servir de guide et on va déambuler à travers votre établissement pour justement aller à la rencontre de ces différents acteurs. Alors Karel, vous voulez qu'on parle justement de ce premier atelier. On y traite de l'AVC, mais pas que. Il y a un handicap que l'on parle très peu et pourtant il est le plus nombreux, c'est le handicap invisible. Oui, on est très sensible à l'établissement pour prendre en charge le handicap dans sa globalité et notamment sur la partie handicap invisible. Et c'est pour ça que le personnel, donc la neuropsy et les orthophonistes, ont tenu à faire un stand pour présenter leur travail et aussi qu'est-ce qu'on appelle un handicap invisible. Alors Oriane, vous êtes neuropsychologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un neuropsychologue ? C'est un psychologue qui est spécialisé en neuropsychologie et qui travaille autour de tout ce qui est troubles cognitifs, émotionnels et comportementaux qui peuvent constituer du coup un handicap invisible. Il faut savoir que du coup, dans le monde, il y a 80% de personnes qui sont en situation de handicap qui ont un handicap invisible. On essaye d'accompagner au travers d'abord d'évaluations les plus complètes possibles, neuropsychologiques et orthophoniques, et pour ensuite accompagner les personnes de manière à ce que le handicap invisible prenne le moins de place possible dans leur vie quotidienne. Alors Florence et Elsa, vous êtes des orthophonistes. Racontez-nous un petit peu votre quotidien. Nous, en tant qu'orthophonistes, on peut intervenir auprès d'un public qui a eu une lésion cérébrale. Au niveau du handicap invisible, ça peut être des troubles langagiers qui ne se voient pas forcément, des troubles de la parole, des difficultés à prononcer correctement avec une voix suffisamment forte. Les maladies psychiques, est-ce qu'elles sont considérées comme handicap invisible ? Ah bien sûr, les maladies psychiques sont considérées comme un handicap invisible. Alors ça, en tant qu'orthophoniste, c'est pas nous qui allons intervenir de prime abord avec ce type de population. Nous, on intervient plutôt ici au centre
avec des personnes qui ont eu un AVC, un traumatisme crânien, des lésions cérébrales qui peuvent être en lien avec une tumeur, par exemple. Pour notre intervention, on va commencer déjà par faire un bilan pour faire l'état des lieux un peu des difficultés que le patient rencontre. On a parfois des patients qui présentent des difficultés nous, on va considérer comme mineures, mais qui ont un impact très important, eux, dans leur vie. Et d'autres patients où les troubles nous paraissent majeurs et qui, eux, vont pouvoir se débrouiller plus facilement. Après ce bilan-là, on va cibler notre intervention sur les difficultés que le patient considère comme les plus importantes, le patient étant toujours au centre de la prise en charge, que ce soit en neuropsy principalement, on travaille toujours en collaboration avec la neuropsychologue, et ensuite à l'aide de différents matériels, donc ça peut être sous forme de jeu, on essaye de rendre ça quand même assez ludique parce que c'est des prises en charge qui peuvent être assez longues, on essaye de travailler, de stimuler la zone, en tout cas la fonction qui a été altérée au fur et à mesure des séances. Alors, Karel, vous vouliez que l'on s'arrête à ce stand parce que c'est un élément très important dans la prise en charge du patient, c'est justement sa douleur. Oui, ça c'est un des dénominateurs communs à presque tous nos patients et c'est quelque chose sur lequel on s'attache beaucoup, c'est la prise en charge de la douleur dès l'entrée du patient. Donc il y a beaucoup de professionnels qui s'impliquent dans la prise en charge de la douleur, donc que ce soit les infirmières, la psychologue, mais aussi par l'alimentation, par les diètes et par les préparatrices aussi en pharmacie, puisqu'on a ici une pharmacie à usage interne. Donc on travaille beaucoup aussi avec l'adaptation de la thérapeutique médicamenteuse. Alors moi c'est Emeline, je suis infirmière, j'ai eu le droit à une formation de DU douleur à Amiens dans le cadre de ma profession et du coup en fait je suis référente douleur de l'établissement et ça me permet de donner toutes mes connaissances à mes collègues et que ce soit infirmières ou même les psychologues, diététiciennes, etc. Vous venez justement de me dire en aparté que y a tous les corps de métier presque qui sont en cascade par rapport à la douleur, parce que la douleur, c'est vous qui allez commencer par la prendre, et puis après il y a les psychologues qui vont avoir un rôle à jouer, et puis peut-être aussi les diététiciennes qui auront un rôle à jouer. Est-ce que véritablement on peut dire que la douleur, c'est le point le plus important dans la prise en charge d'un patient ? La douleur, ça va pas être que physique, la douleur a des répercussions aussi psychologiques. Ça va être beaucoup d'anxiété, de stress, et c'est un cercle vicieux en fait. Donc nous, on va pouvoir traiter la douleur avec des traitements, mais pas que. Il y a aussi des traitements non médicamenteux, donc qui est fait aussi en kiné. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qui est boue, cryo, il y a la balnéo, il y a aussi les TENS, le K-taping, etc. Donc on a beaucoup d'outils qui nous permettent de soulager cette douleur, tout en faisant attention aussi aux effets indésirables des traitements. En fait, on essaye au maximum de prendre des traitements non médicamenteux avant de prendre des traitements très lourds médicamenteux. Solène, vous êtes préparatrice en pharmacie. Expliquez-nous justement comment vous préparez la prise en charge de la douleur. Alors oui, tout à fait. La prise en charge médicamenteuse se fait avec 3 paliers de médicaments. Dans un premier temps, la douleur et les émotions, on va dire que ça partage un lien bidirectionnel, c'est-à-dire que la douleur a un impact sur les émotions, mais les émotions ont aussi un impact sur la douleur. Donc notre travail avec le patient, ce serait de l'aider déjà dans un premier temps de comprendre cette relation entre la douleur et les émotions, mais aussi la douleur et les pensées catastrophiques, par exemple, qui peuvent être générées par la douleur, mais aussi le rapport à l'hypo ou l'hyperactivité. Donc, une personne qui a mal, par exemple, aurait tendance à dire j'aurai tout le temps mal, ce sera tout le temps comme ça, aurait tendance peut-être à s'isoler, ne plus sortir de chez soi ou voire en faire trop. Donc, on essaye de revoir un petit peu tout ça avec le patient et ça peut se faire, par exemple, à travers un travail sur le corps, aider le patient à écouter, à observer, à identifier ses besoins corporels, retravailler son rapport à la douleur, à ses émotions. Et c'est un travail qui peut être plus ou moins long en fonction du niveau de difficulté manifesté par le patient. On utilise pas mal de techniques non médicamenteuses comme le MDR, le brain spotting, l'approche incorporée. Donc on travaille vraiment sur le corps et les douleurs, le lien entre les traumatismes et l'impact du traumatisme sur les douleurs dans le corps.
Et on travaille aussi sur des thérapies un peu novatrices comme la psychobiologie subcellulaire. Et ça marche? Ça marche, ouais. Et donc, vraiment, on a un impact très intéressant au niveau de la douleur. Caroline, présentez-nous un petit peu la Comète. Alors Comète France, c'est une démarche précoce d'insertion socio-professionnelle. Donc c'est accueillir les patients qui viennent au centre de rééducation en âge de travailler, dans l'objectif d'évaluer avec eux leur maintien en emploi. Donc ça ne concerne que le maintien. Alors le maintien, ça veut dire soit je retourne à mon poste d'origine, soit un poste de reclassement dans l'entreprise, soit je suis obligée de travailler un projet de reconversion du fait de la pathologie de la personne. Déjà, on va recevoir les patients lors d'un premier entretien, faire le point sur leur activité, ce qu'ils font comme activité professionnelle, ce qu'ils faisaient. Et après, avec eux, on va élaborer, s'ils le souhaitent, un projet, soit de reconversion, soit avec eux une reprise du poste, avec un aménagement de poste. Donc là, on prend contact avec les médecins du travail, les entreprises. Et l'idée, justement, c'est qu'avec tous ces acteurs, on vienne sur le poste de travail, par exemple, pour faire une étude et après aménager le poste qui soit le plus adapté possible aux pathologies, aux handicaps du salarié. Nous faisons appel à la MDA, à la maison départementale. Nous faisons appel également à la médecine du travail, tous les services de médecine au travail. On peut être amené aussi à travailler avec les centres de formation, les centres de rééducation professionnelle. On a tout un tas de partenaires en local. Et bien sûr, on a un tissu qui est quand même bien élaboré pour répondre au maintien dans l'emploi. Bien sûr, la GFIP, n'oublions pas la GFIP, qui sont les financeurs. Et le FIP, évidemment. Voilà, merci de nous avoir guidés toute cet après-midi. Cette émission est à présent terminée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.